مرحبتي بكم في هذه الرحلة في أعماق الثقافة الحسانية وني بكم كاملين. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce deuxième volet d'un projet culturel unique en son genre dans le paysage audiovisuel marocain, Tamghrabit. Ce soir, un voyage dans les coins et recoins de la culture hassani, une escapade spatio-temporelle transcendante, rythmée par une expression culturelle à la fois multiple et exclusive. Cette particularité n'a cessé d'enrichir notre patrimoine marocain, tout comme d'ailleurs les autres composantes qui font l'identité plurielle du Maroc. Ce soir, nous irons à la découverte d'une expression culturelle millénaire, forgée dans le métal nomade et perpétuée à travers les générations. Tout au long de ces 2 heures, nous irons à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent pour la préservation de cet héritage et qui sont aujourd'hui les ambassadeurs de l'expression hassani dans le monde. Parce qu'in fine, Tamghrabit, kulna wahed. Nous venons de suivre donc un court extrait du film documentaire Écho du Sahara du réalisateur Rachid Qasmi que nous retrouverons au cours de cette émission. Mais tout de suite, et comme le veut la tradition dans Tamghrabit, nous commençons avec ce préambule de la Constitution marocaine de 2011. État musulman, souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Et après cet extrait de ce préambule de la Constitution marocaine, j'accueille à présent avec le plus grand des plaisirs la première partie de nos invités ce soir depuis Rabat, professeur Rahal Boubrik, professeur universitaire à l'Institut des études africaines relevant de l'Université Mohamed V, depuis Sidi Ifni Mbarka Bouaïda, présidente du Conseil de la région de Glimim Ouednoun, et depuis Rabat, Nour Bouhnana, membre du bureau de la Fondation Al-Mougar. Bonsoir mesdames et messieurs et merci à vous d'être des nôtres ce soir dans Tamghrabit. Donc avant la partie question, passons à ces images tout de suite dans ce reportage de nos équipes. Il s'agit de l'une des pierres angulaires du nomadisme, c'est le pastoralisme, l'autosuffisance ou encore la sagesse infinie du Sahara. L'élément central de son fonctionnement, eh bien, c'est la femme sahraoui, productive et poétesse. Et que serait la musique hassani sans ses instruments millénaires? Retrouvez tous ces ingrédients dans ce reportage signé Ilham Barada et Hayat Ziani. Regardez. ليلى عندنا ختين ليلى عندنا ختين قالوا عني خلي حلم ضرية قيم دينو عيتبي حلم ضرية قيم دينو عيتبي طير كمل 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 وياك تنقل نبتك وش حالك وياك الجعاذة
فؤاد عياش كساب جامعة أم الواد إقليم العيون. أمارس مهنة تربية الإبل منذ 25 سنة. تعتبر تربية الإبل ثقافة موروثة أبا عن جد. هاي بالنسبة لحياة الإبل لا زالت تعتمد على الثقافة القديمة. بالنسبة للمرعى ما زال يعتمد على الترحال. طريقة الحلب ما زالت نفس الطريقة محافظة على التراث. طريقة كل الأشياء التي تتعلق بالإبل لا زالت مرتبطة بالتراث. إذن هي الثقافة الحسانية طبعا هي ثقافة غنية، ثقافة يعني فيها مجموعة من العوامل اللي أثرت فيها تاريخيا لابد أن نتحدث عنها، لابد نرجع لها. فيها تداخل مجموعة من الثقافات، من الثقافة الصنهاجية طبعا، منها الثقافة العربية والثقافة اللاتينية والإفريقية. يعني هذو 4 ثقافات يعني متداخلين قبالة في الثقافة الحسانية. وبالتالي فعند الحديث عن الثقافة الحسانية فيعني بداهة ننتقل إلى المد البدوي اللي طبعا فيه مجموعة من العادات والتقاليد اللي كانوا معروفين بها أهل الصحراء بحكم أصلا الإنسان الصحراوي أو الإنسان الحساني، بحكم تشبثه بعاداته وتقاليده تم محافظ على هذه الثقافة حتى في ظل يعني التمدن. وطبعا فيما يخص سؤالكم في حضور الإبل في الثقافة الحسانية، هي طبعا الإبل يعني سنة ربانية، طبعا عندها مكانة ربانية واردة في القرآن الكريم، هذا يعني لا يختلف عليه اثنان. وأهميتها يعني كبيرة جدا في الثقافة الحسانية على أساس أنها هي اللي يعني تدخل في المعاملات. مثلا يعني في حالة مثلا الصلح أو كذا تقدم الإبل، في حالة الصناعة التقليدية مثلا تحضر الإبل، في حالة يعني الشعر تحضر الإبل. يعني أي لون من ألوان الثقافة أو أي عادة أو أي سلوك معين يعني خاص بالمجتمع الحساني إلا والإبل حاضرة وأعطيها طبعا مكان. عمر حداد فويليحة، رئيسة تعاونية الشغل ببوجدور ورئيسة اتحاد المصنوعات الجدية ببوجدور، اتحاد المصنوعات الجدية، اتحاد بوجدور التحدي للمصنوعات الجدية، ورئيسة دار الصانعة ببوجدور. أولا أنا الصانعة التقليدية وفاعلة جمعوية، وكذلك عندي خبرة في مجال المصنوعات الجدية، عندي 40 سنة في هذه الخبرة تعلمتها منذ الصغر وهي متوارثة من الأجداد. عندك طريق الصباغة الصفراء؟ كيخدم الصباغة الحمراء. كيتخدم الصباغة الحمراء تكملي هذه الحاج. هو الخضراء مولي حتى هي راهي هاكي وين تعودي لاقيتيها راهي في هذا باش منقع مثلا صالحة. راهي الكون منقع. يا كامل تعرفي عن الجينا لا دقيق فيضوا لها الماء يفيض ونصبوه عليها ونخدموا به وطيب الحمد لله عادي. المرأة القديمة كانت محافظة على المصنوعات الجديدة كما قلت لك، حافظوا عليه جدياتنا وكانوا يخدموه وبقينا احنا محافظين عليه. إذا كانت ما محافظة عليه ما نوصل احنا الحمد لله هذا الشباب محافظ على المصنوعات الجدية واللي كون الحمد لله منها الشباب اللي عندنا منها التعاونية. ما يمكن عنا نوصل لهذا الهدف غير من خلال المحافظة عليه والطابع الموروث الثقافي. وخا حافظنا على المصنوعات الجدية قديما ولكن دخلنا احنا إبداعات جديدة، محافظين على التراث وكفيها طابع تقريبا مصنوعات جديدة اللي بغى شي نعدلوه له، اللي بغى شي اي زواقه بقى ركاش نعدلوها، لان الحمد لله داك الشيء احنا ما قرينا عليه، هو جداتنا ما قراو عليه، ولكن بقى واحد الانطباع على ذاك الموروث الثقافي، على ذيك الخدمه من الله عز وجل. المرأة الصحراوية كانت هي قلب الخيمة،
قلب الخيمة باش هي مولاتها. شوفي تخبط روبر بعد قاعدين تبتنا الخيمة هي الأولى باش نعرفوا ذاك اللي يجي تحتها. تعدل الخيمة تخبط روبر وتغرشلوا وتشعشعوا وتغزلوا وتبرموا وتمحطوا وفم تكبوا مرة ثانية وتعود تسدي الفليل. عندما نقول الغناء أي نقصد به الغناء، فعندما نقول الغناء فإننا نقصد الشعر الحسانية. يقال فلان مغني معناه أنه شاعر مفلق بالحسانية. هذه الآلات، هذه الآلة التي تراها تسمى تيدينيت، هذه آلة تيدينيت. هذه تيدينيت يعزفها المغني الذكر الذي يسمى إيجيو. إيجيو يعزف على هذه الآلة ابتداء من السلم الأول في الموسيقى الحسانية إلى السلم الأخير في الموسيقى الحسانية. هذه الآلة تسمى أردين، وهي آلة المغنية الأنثى التي تسمى تيجيويت. وللإشارة فإن إيجاون سواء إيجيو أو تيجيويت هي أسر فنية موريتانية تتوارث الغناء أو الموسيقى الحسانية أبا عن جد. وكان المغنون يأتون في زمن ماضي يأتون إلى الصحراء المغربية فيكرمون، تكرم وفادتهم وتعطى لهم كل رغباتهم، لأنه كما يقول المثل اتقي ألسنة الشعراء، لأن الشاعر له لسان سلق وتخشى أن تكون هناك هجاء أو شيء ذلك، فلهذا كان يحتفى به احتفاء كبيرا جدا. هذه الآلة الصغيرة قد يتساءل البعض ما دورها. هذه الآلة لها وتر واحد، وهي أول ما ظهر من هذه الآلات الموسيقية هي هذه الآلة، وكانت تسمى أم زغيبة لأن لها وتر واحد، كانت تسمى أم زغيبة. وكان الكثير من الناس، أما كثير من بعض المطربين الذين تخصصوا فيها يعزفون عليها، ولكن ما تؤديه تيدينيت من نغمات تؤديها أم زغيبة من نغمات. Et place à présent à la discussion en compagnie de nos invités ce soir. Tout d'abord, le professeur Boubrik. Bonsoir. Bonsoir. Donc parlez-nous tout d'abord, n'est-ce pas, pour commencer, de la culture Baydan. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses composantes? La culture Bédane, d'abord, juste pour clarifier le terme, Bédane, ça vient de blanc, mais ça n'a pas une connotation ethnique ou bien raciale ou bien de couleur. C'est une composante culturelle qui était la Bilad Soudan, Bilad le Bédane, mais le terme dépasse la question de ethnique ou bien la question qui est liée à la couleur de la peau ou bien d'autres choses, mais c'est un terme culturel qui définit un espace qui est fait du nord de Oued-Noun jusqu'au fleuve du Sénégal et de l'Atlantique jusqu'à la Zawa du nord du Mali actuellement. Donc cette composante, cette culture, donc les traits culturels en fait, de cette population, soit au niveau de la langue qui est hassania, dialecte hassania, soit au niveau de la culture, des normes, des traditions, des coutumes et autre chose. Et même dans cette culture, Bédan, il est aussi diversifié, il est pluriel. Oued-Noun, la particularité de Oued-Noun, la Sark el-Hamra, Tiris, le nord de la Mauritanie, la Zawad, donc même aussi avec le fleuve du Sénégal, par exemple la culture Bédane vers en fait, les frontières avec le sud, c'est plus influencé par la culture négro-africaine qui est avec
Peul, Sononké, et Wolof et autre chose. La culture, par exemple, le nord de ce espace bédin, c'est-à-dire le Ouadnoun, il est plus en contact avec l'anti-Atlas, avec la culture amazigh. Donc même dans cette culture, c'est pas un bloc, donc il est pluriel aussi. Donc c'est pourquoi quand on parle de l'identité marocaine, c'est une identité une et indivisible, et que ces composantes, même de ces composantes qui est hassaniya ou bien amazigh, dans la hassaniya, c'est aussi pluriel. Et pluriel dans le sens aussi de la population qui a peuplé cet espace. Si on prend que l'espace saharien, on sait bien que les premières populations, c'était des populations noires. En fait, et après, parce que soit les gravures, bien la peinture rupestre attestent d'une riche végétation et d'un espace avant qu'il soit le Sahara, avec les transformations climatiques. Et puis, donc, il y a les Znats qui sont venus du nord. C'est la première population, entre guillemets, blanche, si on peut parler de blanche. Et donc, cette population a introduit le chameau. On a parlé de chameau au début de l'émission. J'ai introduit donc les premiers cycles de notre ère, d'introduction de chameau, qui a permis une vie à l'intérieur de cet espace désertique, parce que c'est le chameau, d'abord sa résistance, sa spécificité d'adaptation avec ce climat désertique. Donc, il était une composante. Et donc, les Znat, les Sanhaja, et après les tribus Ma'qil, arabes, et aussi d'autres groupes, à fur et à mesure de ce peuplement, il y a ce métissage, et que le Sahara, c'est toujours un carrefour. Et ce carrefour de population, parce que le Sahara, ça n'a jamais été un obstacle ou bien un mur. Je vous propose de continuer dans l'histoire et puis d'enchaîner avec cette rétrospective dans l'histoire du royaume, où comment les sultans alaouites ont maintenu, et ce depuis toujours bien sûr, des liens indéfectibles avec les tribus du sud du Maroc. C'est une rétrospective signée Hicham Dechraoui. Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique, avait coutume de dire feu le roi Hassan II. Il puise ses racines dans le Sahara et les sultans alaouites entretiennent depuis toujours des liens indéfectibles avec les tribus du sud du royaume. Février 1958, le Maroc a recouvré son indépendance depuis 2 ans quand le père de la nation, feu le roi Mohamed V, décide d'effectuer une tournée dans la province de Zagora. Le 25 février, à Mohamed Rezlen, il prononce un discours dans lequel il souligne la permanence de ces liens séculaires qui lient les populations des provinces du Sud et les rois du Maroc. Fidèle sujet du Sahara, l'un des vœux les plus chers que nous nourrissions depuis longtemps était de rendre visite à cette partie du Sahara marocain, de nous retrouver parmi ses habitants, pour leur montrer tout l'intérêt que nous portons à cette région et à eux-mêmes. Il réaffirme ce jour-là la volonté du royaume de recouvrer ses provinces spoliées afin de parachever son intégrité territoriale. Car l'histoire du Maroc est celle d'un brassage incessant à travers les siècles entre les populations du Sud et celles du Nord, l'histoire d'une allégeance et de liens forts et ininterrompus entre les chefs des tribus du Sahara marocain et les sultans alaouites. En témoignent de nombreux daïrs royaux et autres documents historiques, culturels, religieux et humains. Ce lundi 16 octobre 1975, en se basant sur tous ces documents, la Cour internationale de justice rend son avis consultatif sur le Sahara, réalisé à la demande du Maroc. Non, le Sahara n'était pas terra nullius au moment de son occupation par l'Espagne. Oui, les populations du Sahara étaient attachées au roi du Maroc par des liens juridiques et d'allégeance. Quelques jours plus tard, alors qu'il vient de lancer son appel à la marche verte, le roi s'adresse en sa qualité de commandeur des croyants et de souverain temporel à ces sujets des tribus sahraouis. Il en appelle aux liens sacrés qui les unissent au trône alaouite et qui trouvent leur essence dans la foi en Dieu, en son prophète et en son message. Ainsi, chers sujets de notre cher peuple au Sahara, vous voyez que nos liens et les fondements de nos relations ne sont pas ces fondements artificiels créés par le hasard de l'histoire, mais ils sont avant toute chose un lien et une relation basée sur ce qui est le plus cher en nous et le plus sacré dans nos âmes,
basée sur la croyance en Dieu et en son prophète, ainsi que les enseignements du livre sacré. Plus de 4 décennies ont passé et chaque année, l'anniversaire de la Marche verte commémore le retour des provinces du Sud à la mère patrie. Une date célébrée partout au Maroc dans la ferveur populaire et traditionnellement consacrée par un discours royal. Ce 6 novembre 2017, le roi Mohamed VI met l'accent sur l'héritage du patrimoine culturel hassani qui fait la fierté d'une identité nationale plurielle et diverse dans un Maroc uni de Tanger à la Gouira. Nous veillons à prendre soin de la culture hassani en favorisant sa promotion grâce à des structures et des services culturels mis en place à cet effet, en encourageant les initiatives et les manifestations artistiques qui contribuent à son rayonnement et en rendant hommage aux artistes, aux intellectuels et aux créateurs qui en sont les vecteurs. Nous faisons de même pour toutes les composantes de l'identité marocaine unifiée, car nous n'établissons aucune différence entre les patrimoines et les spécificités culturelles et linguistiques des régions du Maroc, qu'il s'agisse du Sahara, du Souss, du Rif, de l'Atlas ou de l'Oriental. Cette identité plurielle, héritage de tous les Marocains et facteur d'unité et de cohésion, est aujourd'hui consacrée dans le texte en préambule de la Constitution marocaine. Après ces images d'histoire, place à la discussion à nouveau avec nos invités qui sont des nôtres ce soir. Et à présent, je voudrais m'adresser à Mbarka Bouaïda, président du conseil de la région de Glimim Ouednoun. Vous êtes la première présidente de région de l'histoire du Maroc et c'est une femme sahraoui. Que symbolise cela pour vous, pour les femmes sahraouies, et surtout, quel impact pourriez-vous en tant que femme avoir sur le renforcement de cette culture hassani au Maroc, bien sûr? Bonsoir, je vous remercie pour la qualité de ce reportage qu'on vient de voir. Très émouvant et très réel. Effectivement, on est très fiers de la culture qu'on porte dans notre sang. J'ai été élue effectivement en tant que première femme présidente de la région de Glimim Ouednoun en juillet 2019. Mais comme vous savez, dans la culture sahraoui et dans la culture hassani, les femmes ont une place aussi dans la société. On est une société beaucoup plus matriarcale. Donc, beaucoup protégé mon entourage. Mais j'espère que ça permet aussi d'encourager surtout les femmes jeunes et enfin de tout âge de s'impliquer beaucoup plus dans la chose publique et dans la promotion de nos régions. On y croit beaucoup, on croit beaucoup dans la régionalisation avancée. Sa Majesté en fait un chantier stratégique et prioritaire et nous avons l'honneur dans les provinces du Sud d'être choisis comme première région, les 3 régions du Sud, pour mettre en place de nouveaux modèles de développement que nous voulons tous pour notre pays. Alors, quelle est justement, Mbarka Bouaïda, quelle est la place de la culture dans cette vision de modèle de développement et quelle est votre vision, votre stratégie pour faire de la culture un vrai vecteur de développement dans ces provinces du Sud? Alors, la culture, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait, c'est notre identité. Elle caractérise effectivement toutes les régions du sud du Maroc. La culture, pour nous, elle a une place stratégique et prioritaire. Elle fait partie de tous les plans de développement des régions du Sud. Comme vous savez, en 2016, en février 2016 exactement, on a signé, les 3 régions du Sud avons signé le programme ou le plan de développement intégré des provinces du Sud. La dimension culturelle était fortement présente. Pour la région de Glimim Ouednoun que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, on a
un budget conséquent de plus de 180 millions de dirhams pour valoriser et renforcer la culture hassani. Je m'explique. Vous savez, là, vous l'avez bien dit, je pense dans le reportage, c'était bien vu, il y a un patrimoine immatériel extrêmement fort, extrêmement riche dans la culture hassani. Ça regroupe à la fois la musique que nous avons écouté, les instruments de musique, les arts de spectacle, les us et coutumes, des rituels, des pratiques, un patrimoine extrêmement riche de la poésie et tout ça. Et effectivement, il y a un travail de recensement à faire pour pouvoir justement préserver ce patrimoine immatériel. Et le plan de développement intégré qui a commencé fin 2016, début 2017, et qui dure normalement jusqu'à fin 2021, permet effectivement de recenser ce patrimoine. Il y a un travail de fond qui se fait aujourd'hui, mais nous avons aussi des projets de promotion, des projets de revalorisation, des projets de réhabilitation. Puisque vous parlez de promotion, justement, vous êtes anciennement ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine. Comment, justement, promouvoir cette culture hassani à l'international ? Alors, écoutez, nous avons justement, dans les prérogatives déjà de la région, on a ce qu'on appelle la coopération internationale. Donc, effectivement, parmi les compétences de la région, c'est de développer de la coopération à l'international et de promouvoir l'attractivité de la région, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc effectivement, il y a un travail aujourd'hui qu'on peut faire pour sensibiliser un certain nombre de pays, pour faire venir des délégations internationales, de diplomates, d'investisseurs, d'intellectuels et autres, pour pouvoir justement faire connaître beaucoup plus la culture hassani. Je crois que quand on parle de la promotion, il faut aussi mettre en place les bases nécessaires pour cette promotion à travers les festivals, mais aussi à travers la création de centres culturels dans lesquels nos jeunes peuvent redécouvrir la culture hassani, peuvent aussi mieux la connaître parce qu'elle est transmissible très souvent oralement. Donc il y a tout un projet de construction de centres culturels partout dans en tout cas en ce qui concerne ma région, dans les différentes provinces de la région. Il y a aussi l'artisanat qui fait partie de ce patrimoine matériel qui est très important. On a un très grand projet de village artisanal intégré et tout ça permet effectivement de constituer les relais nécessaires pour faire connaître et promouvoir cette culture hassani. On a aussi dans le pipe un projet de création d'une société de développement régional dédiée à la culture qui pourrait porter effectivement tous ces projets-là, mais qui pourrait aussi rajouter à ces projets tout le volet animation et promotion à l'international, en collaboration avec les départements concernés, notamment l'Office national marocain de tourisme, l'Agence marocaine de développement des investissements et des autres départements qui pourraient aider, appuyer le rayonnement de la culture hassani dans le monde. Très bien, vous avez apprécié les images tout à l'heure du reportage que nous avons passé sur justement ces liens indéfectibles entre les sultans du Maroc et les différentes tribus et la population des provinces du Sud. Je vous propose à présent, Barka Bouaïda, de suivre avec nous cette création artistique. Il s'agit d'un sujet tout aussi important que celui de l'identité. Il s'agit de l'unification du royaume et la défense de ses frontières qui est un combat incessant et une préoccupation majeure pour les différents rois du Maroc. Retour sur cette histoire dans cette création artistique signée Hicham Abdelrahim et Driss Tebaa.
Et nous retrouvons tout de suite une de nos invités qui sont avec nous pour cette première partie de Tamr Rabit. Il s'agit de Nour Bouhnana, membre du bureau de la Fondation Amougar. Bonsoir Nour Bouhnana, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Alors, je voudrais vraiment évoquer avec vous cette question de la place de la femme. Je l'évoquais il y a quelques instants avec Mbarka Bouaïda. Donc, société clairement matriarcale. Que pourrez-vous nous dire davantage, n'est-ce pas, sur cette place de la femme, le symbole, j'ai envie de dire, de la femme dans cette culture hassani? La femme a toujours occupé une place très importante dans la société hassani. Comme a dit Madame Barka, c'est une société matriarcale qui se base principalement sur déjà le respect homme-femme. Entre nous, c'est très très important. Et la femme a toujours été un pilier consultée. Elle a une place très importante dans la société, dans l'éducation, dans la gestion de son foyer et dans le rapport homme-femme dans la gestion de toute la tribu de manière générale. Elle a toujours occupé une place très importante et qui bénéficie de beaucoup de respect de tout le monde. Donc vous êtes originaire de la tribu d'Ergibat. Est-ce que on peut dire que Nour Bouhnana, vous considérez en tout cas comme ambassadrice de cette culture hassani au Maroc et dans le monde? Tout à fait, totalement. Et depuis que j'étais toute petite, on a sillonné tout le Maroc avec nos parents. Notre père a travaillé un peu partout au Maroc. Et donc, depuis mon jeune âge, je me suis toujours considérée pleinement ambassadrice de ma culture au primaire. À chaque fois qu'il y avait une activité à caractère, par exemple, artistique ou quelque chose comme ça, je représentais spontanément, vraiment spontanément ma culture. Et j'adorais cet échange avec l'ensemble des élèves et de la société dans laquelle j'ai évolué. J'ai été un peu partout au Maroc. J'étais dans le nord, j'ai été est-ce que le fait j'étais à Taounet par exemple, j'étais à Missour. Le fait de porter la mlahfa un peu partout, ça vous différenciait peut-être, mais finalement, comment voyez-vous, à l'époque, vous voyez déjà le regard de l'autre vers vous qui finalement portait votre identité et culturelle? Oui, déjà quand j'étais petite, les enfants ne portent pas le melfa, mais je la portais pour les occasions, voilà. Juste pour pouvoir représenter. Puis ensuite quand j'ai grandi un peu, donc quand c'est nécessaire, je la porte. Et voilà, déjà l'intérêt que portent les gens pour le melfa. Donc j'étais, disons, honorée de pouvoir à chaque fois la porter pour que je puisse, autour de la melfa, représenter d'autres facettes de ma société, de ma culture, à savoir la cérémonie du thé, comment on reçoit les gens, etc. Donc pour moi, c'était toujours un vrai plaisir et disons une seconde nature de pouvoir représenter ma culture. Franchement, c'était toujours très agréable de le faire et spontané. Très bien, restez avec nous Nour Bouhnana. Je m'adresse à présent au professeur Boubrik, Rahal Boubrik. Donc aujourd'hui, on parle de documentation de cette culture. Bien sûr, on le sait, cette culture se transmet par voie orale. Cette transmission risque peut-être avec le temps de se dissiper. Comment documenter j'ai envie de dire, ces aspects de cette culture hassani chez nous, au Maroc? Parce que souvent, on parle d'une documentation made in Occident. Donc, comment aujourd'hui nous pouvons documenter tout cela ici au Maroc? La culture hassani, mais permettez-moi avant, d'abord, juste pour revenir à deux éléments. Un élément par rapport pour juste enrichir l'échange par rapport à la présence et cette relation en fait entre le nord et le sud, entre le reste des régions du Maroc et ce Maroc saharien qui est la province du sud actuellement. Il faut savoir que le foyer de la nation et de la nation marocaine est au Sahara. L'une des premières empires que les Almoravides, elle est partie de Sahara actuel et qui a unifié le Maroc et qui a unifié non seulement sur le plan politique mais aussi sur le plan doctrinal pour la diffusion de l'islam sunnite malikite. Donc juste c'est vrai que c'est avec la dynastie alawite, il a consolidé, amplifié
et renforcer davantage ces liens. Et surtout qu'on n'oublie pas que le sultan, tous les sultans, les premières expéditions de Moulay Rachid, l'un des fondateurs de la dynastie alaouite, ses premières relations, c'est avec le Sahara. Moulay Ismail aussi. Moulay Ismail, sa femme, l'une de ses femmes, c'est Khnatha bint Bakkar. Donc, ces liens historiques, sociaux, politiques, matrimoniaux et aussi économiques, ils ont renforcé ça. Mais j'aimerais bien ça mettre en valeur cette présence et ce rôle de Sahara comme territoire et comme espace aussi, comme je l'appelle le Maroc saharien, comme moteur aussi de l'histoire du Maroc. Ça n'a jamais été quelque chose de passif, mais actif dans l'histoire politique. Les Saadiens, ça vient de Dar'a, les Alaouites. Donc, toutes les dynasties, ils ont trouvé une source dans ce grand sud. Donc, voilà, c'est juste pour enrichir et pour compléter les informations. Maintenant, c'est pour la documentation, pour la sauvegarde de patrimoine oral. Oui, je vais aussi ici ajouter un point, c'est que... Pardon ? Justement, parce que vous parlez de spiritualité, juste avant de passer, parce que justement, nous avons un reportage dans ce sens, en parlant de spiritualité, de zawiyat, de dhikr, de tariqa, peut-être en tout cas de tout cet univers soufi. Le Maroc est depuis toujours une véritable source qui abreuve les soufis dans le monde, en commençant par son propre continent, l'Afrique, et ce depuis des siècles. Les moussem et bien sûr les autres visites des mausolées se succèdent des deux côtés du Sahara marocain, ou Maroc saharien, comme le disait le professeur Boubrik il y a quelques instants, et cela a érigé un attachement spirituel entre les tribus, notamment leurs chefs, les tribus sahraouis, aux zawiyat des villes impériales. Comment ? Réponse avec Ilham Rada. À travers les siècles et au fil de l'histoire, le Maroc s'est enrichi et nourri de plusieurs cultures et composantes. C'est cette identité plurielle du royaume attachée à son unité qui est inscrite dans la Constitution de 2011. Le Maroc s'est toujours investi de la mission de préserver et de diffuser les valeurs d'un islam modéré par le biais des universités, des centres spécialisés, des mosquées ou encore des prédicateurs. Cette interconnexion interreligieuse, elle tire sa légitimité de l'institution des Marat al-Mouminin, la commanderie des croyants. Et cette institution, bien évidemment, donne au royaume du Maroc, celui aujourd'hui de la modernité et de la responsabilité et de la lucidité, la possibilité de parler au nom de cette mosaïque plurielle, cette mosaïque qui va au-delà de nos frontières, celle de l'islam des Lumières, de l'équilibre, et de l'islam, bien évidemment, qui converge, où toutes les sensibilités ont leur place. Parallèlement aux routes du commerce, des itinéraires spirituels se dessinèrent avec l'apparition de confréries soufis et de zawiyat. Le Maroc se réclame de cet ancrage africain qui s'appuie sur les relations multiséculaires des routes caravanières qui permirent de tisser ces liens historiques et indéfectibles avec les tribus des territoires du sud marocain. De nombreuses confréries religieuses du Sahara trouvent leur origine au nord du Maroc. D'abord la tariqa d'Arqawiya, répandue auprès de la famille d'Erguibet. Ce sont des descendants de Moulay Abdeslam Ben Chiche, paix à son âme. Viennent ensuite les Zawiya Qadiriya, Tijaniya, Nassiriya ou encore Kettaniya, également présentes dans la région. Le Maroc s'érige aujourd'hui en modèle en matière de gestion du champ religieux et en source d'inspiration pour de nombreux pays, et notamment d'Afrique subsaharienne, qui ont demandé à bénéficier de l'expérience et de l'expertise du royaume. فأيما أسرة علمية بالصحراء المغربية إلا ولها امتداد في إفريقيا جنوب الصحراء. Chaque famille sahraoui savante a des descendants dans d'autres pays du continent africain. Ces membres de leur famille sont immigrés en tant qu'enseignants. Certains y sont décédés et sont même considérés comme des saints, communément appelés sur place Haïdra.
اسم يطلق عندهم عند الأفارقة على الشريف. L'islam marocain est plébiscité en Afrique. La pertinence du modèle du royaume est un gage de stabilité politique et religieuse. La diffusion de son modèle d'encadrement et d'enseignement et des pratiques religieuses est un véritable levier contre l'extrémisme. C'est donc une diplomatie très agissante et appuyée par une forte dimension économique qui caractérise les relations du Maroc aux pays d'Afrique, et ce, depuis des millénaires. Et notre soirée se poursuit et je rétablis le contact avec professeur Boubrick. Donc juste avant ce reportage, on parlait de spiritualité avec vous, n'est-ce pas? Et à présent, je voudrais d'abord vous laisser peut-être répondre par rapport à cette question sur la documentation de cet héritage hassani. Et aussi, on enchaînera par peut-être le rôle des membres des confréries ou des zaouiettes, comme on vient de le suivre, dans le prolongement de cet attachement spirituel. Oui, concernant la sauvegarde de patrimoine immatériel, oui. Parce que de ça qu'il s'agit dans la question, en fait, il y a une urgence, parce que comme on sait que la société dans les provinces du Sud a connu un changement ces dernières 50 années, avec la sédentarisation massive et la disparition de tous ces éléments qui construisaient ou bien qui formaient cette culture. D'ailleurs, dans ce côté matériel et immatériel, l'attente, ainsi de suite, et maintenant il y a une urgence de cette sauvegarde. Et comme vous avez rappelé au début de cette émission, que l'article 5 parle de la sauvegarde et de la promotion de la composante qui est la Hassani, cette composante de l'identité marocaine. Donc il y a une urgence. Je sais qu'il y a des efforts qui étaient faits par différentes institutions publiques et semi-publiques aussi dans le secteur privé, mais il faut doubler d'efforts. Et on a un problème parce que, comme dit un dicton africain, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. On a des personnes avec l'âge, avec l'avancement de l'âge, en train de disparaître. Il y a une urgence de collecter, de répertorier et de sauvegarder la partie matérielle et immatérielle. Et ça me permettra aussi de la transition pour l'autre sujet, que la culture nomade, la culture, surtout dans ce grand ouest saharien, n'était pas que orale. Il y avait une culture savante, il y avait des ulama, il y avait des grands qadis, il y avait des grands ulama que je cite juste à titre d'exemple, et sûrement j'oublierai d'autres, Cheikh Mohamed El-Mami, l'auteur de Kitab al-Badiya du 19e siècle, Cheikh Mal Ainin, les Zawiya des Filala qui ont fait des Qoda, des Qadi, et d'autres familles aussi religieuses dans ce Grand Sahara, et qui ont conservé une culture savante, écrite. Il y a des manuscrits qu'il faut aussi sauvegarder, il faut répertorier, et il faut aussi essayer même de les publier. Donc, le Sahara, il y a aussi cette culture de ulama. Et si j'ai pris ces exemples, c'est à titre indicatif. Et sûrement, il y a d'autres personnages et d'autres familles de savants, ulama, dans ce ouest saharien et les provinces du Sud. Et surtout qu'on sait que, moi j'ai parlé des Almoravides du XIe siècle, c'est un mouvement spirituel dirigé par Abdullah ibn Yassine. Et depuis ce temps-là, ce rôle spirituel de Sahara a continué à alimenter le Maroc des figures mystiques. Et la Saga al-Hamra, on a toujours une mythologie un mythe autour de Saga al-Hamra, terre des Awliya. Et c'est vrai, au 15e, 16e siècle, 17e siècle, plusieurs familles religieuses, maintenant même, le nord du royaume de Rif, le nord en fait en Kabylie, en Algérie, en Tunisie, les familles religieuses, ils disent qu'ils sont généalogiquement, sont venus de Sahara. Ils sont originaires de la Saqa al-Hamra. Il y a tout un mythe de la Saqa al-Hamra, de la mémoire religieuse et spirituelle du Maghreb, au-delà des provinces du Sud et du Maroc, pour aller jusqu'à l'Afrique du Nord. Justement. Donc il y a cette dimension spirituelle très forte. Et aussi, et la Saqa al-Hamra, je termine, la Saqa al-Hamra aussi, il a accueilli des grands chefs, grands figures mystiques. Sid Ahmed al-Ghibi, venu de la région de Dar'a. Sid Ahmed al-Aroussi, venu aussi de la région de Marrakech,
et auparavant était en Tunisie, Bourhan-Boura, et ainsi des grandes mystiques qui ont formé et qui ont des confréries et surtout des foyers spirituels. Cette tradition de Sahara, et après, bien sûr, la fin du 19e, début du 20e siècle, surtout la fin du 19e, Cheikh Mel'Ainin, et la fondation de la Qasba de Smara, qui était la capitale spirituelle. Et ça, et en fait, et ce lien aussi de Cheikh Mel'Ainin entre le nord et le sud, entre aussi au-delà même de l'aspect politique, l'aspect spirituel, parce que ces ouvrages étaient lithographiés à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle à Fès. Et après, donc, d'autres livres sont édités au Caire. Donc, il y a ces personnages. Et aussi, il ne faut pas oublier quelques personnages aussi de la Bobrik, région je me permets de vous interrompre, justement, parce qu'il s'agit de ces personnages. Vous avez parlé tout à l'heure de cette culture bédane qui ne s'arrêtait pas aux frontières du Maroc, mais qui s'étendait jusqu'au nord du fleuve du Sénégal. Et cette culture hassani, qui, vous le disiez également, professeur Bobrik, se distinguait par son sens de la tribu. Bien sûr, on le sait tous, sa générosité, son hospitalité, et bien sûr, à travers cette belle et unique, ou ce beau et unique rituel du thé, le mode de vie nomade, bien des traditions qui ont voyagé non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, sans perdre de leurs principes ancestraux. Des traditions, et donc voilà, retour à ces éléments que se partage le Maroc avec ses voisins, notamment la Mauritanie. Je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant là-bas, Cheikhan Welsidi, sur un récit de Ilham Barada. Au Maroc et en Mauritanie, traditions et coutumes s'entrecroisent dans l'héritage de la culture hassani, un partage enraciné depuis des siècles. La culture beydane repose sur une interaction culturelle et sociétale, des convergences que partagent la Mauritanie et le sud du Maroc. Parmi ces éléments, on retrouve le thé et l'habit traditionnel. Dans la culture hassani, la place de la femme est primordiale. Elle est la mémoire de ce riche patrimoine. Elle participe au rayonnement de cette culture à travers la littérature et notamment la poésie dite de Tbrah. L'une des spécificités de cette poésie, c'est que celle qui l'a prononcée reste inconnue. Cela fait partie de cette pratique poétique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il y a de la documentation. Dans ces vers, la femme généralement rend hommage à l'homme ou à n'importe quel autre sujet. La tradition bédouine est une des caractéristiques des populations du sud du Maroc et de la Mauritanie. Toutefois, cette culture bédane a su préserver ses spécificités patrimoniales malgré l'interculturalité de nos sociétés. L'empreinte de la culture beydane est indélébile, car là où voyage cette population beydane, elle transporte avec elle cette identité et cette culture. La poésie est l'une des principales composantes de la culture hassani, une tradition orale qui se transmet de génération en génération, un art qui traverse les frontières et dont on retrouve les mêmes normes, que ce soit en Mauritanie, au Maroc, au Mali, au Niger ou encore au Tchad. Restez avec nous, Tamraout se poursuit juste après ce court flash de l'information. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Et votre soirée Tamraout spéciale composante hassani dans l'identité marocaine se poursuit avec de nouveaux invités qui se joignent à nous pour
célébrer cette culture. Et j'ai le plaisir d'accueillir en cette seconde partie de Tamghrabit Mohamed Salem Sharqawi, écrivain et grand spécialiste de la culture hassani, Youssef Kamal, cofondateur du festival Dakhla et fondateur d'Azai Record, Saïd Tichiti, musicien, chanteur et leader du groupe Shalaban, et Nour Bouhnana qui nous fait le plaisir de rester avec nous en cette seconde partie. Je rappelle qu'elle est membre fondateur de l'association Amougar. C'est le pilier de la culture sahraoui. La poésie hassani prend ses racines dans l'arabe, comme la mazir et les griots mauritaniens. Cet art a voyagé depuis des temps ancestraux, inspiré par la vie quotidienne du désert, exprimant parfois des espoirs, ou encore la foi religieuse, les traditions, ou même la flamme de l'amour. Younes Barakat et Abdessamad Montasser nous font voyager dans les rimes de la poésie hassani. Je vous laisse déguster. قال خيمة الأجيال اللي ينقال اللي يسمع واللي يختار يشوف ما تلتام في حق العيال ولا تلتام في حق الضيوف. من شعر الماعز مسداها الأول فلجتها وكفاها وحقب والشبر المرصاها وجمع وتاد وبين وكوف من العود ومسمى كفاها وركايز ثنتين ومزروف العصام على حد علاها لعل تحرق والله خوف البرد يهدد قيواها والحمار بلا تطرف ورحلة وش يديم معاها الحمل الأثاث المألوف في الخيمة كيف مغطاها وفرو وتزيات وصنوف صبات حصاير مجراها ما هي عن هندسة مدروس هندستها وصرماها بهدوبتهم وحنا بالصوف ومنين نقول زرباها يبقى ياسر معاهم والصوف بالعزة عندي مغلاها يا الحي الرؤوف خيمة الأجيال اللي ينقال. الشاعر اللي هو مهتم بالثقافة الحسانية وين يتكلم على الشعر تلقى شعره يعبر على حكمة وعلى وعلى موعظة. تلقى جماعة في علايات وفي مرجالة من بعد العشاء يتجمعوا جيران وكذا وأهل ويقولوا القفال ويردوا الطبل يخبطوه على جميع الأغاني. ومنها أنت دائما تزيد في معلوماتك أنك لابد لك تحاول باش تنظم باش تقول قاف لأن المجموعة كاملة اللي أنت معاها توزن القيفان. هذا كان الفراغ سد فراغ لأن الوقت ما كانوا فيها الأمور العولمة ولا هذا يعني من وراء العشاء ضروري يعود كفتان ضروري يعود الطبل وضروري يعود القيفان. البال مسيكين راح الليلة قماطين وتقول واحدة ثانية البال مسيكين ساكن حدود المجانين وتقول الثانية تقول بدا ما ينعاف الخضار في عمان الجفاف. هو بعد شعر تبع أولا هو شعر حساني شعر نسائي يحكر على المرأة ما تقدر تقولوا ما هو المرأة الراجل ما يقولوا. وهو فيه 3 أصناف. هو فيه البيت اللي يعني التبريعة اللي متعارف عليها واللي عند الجميع هو بيت يتكون من شطرين. الشطر الأول من 5 متحركين والشطر الثاني من 8 متحركين وفيه تبراع ثاني حتى هو قديم فيه يعني 8 الشطر الأول 8 والشطر الثاني 8 وفيه تبراع ثاني لياك الأمانة قال تديم يرحم تاب الفنانة الموريتانية. بيت يتكون من شطرين طبعا كل شطر فيه 4 متحركين. هذا الشعر كان طابعه غزلي. كانت مثلا المرأة يعني كانت تعبر والله تجبر الصيغة اللي تعبر هي بها تعبر فيها عن طريق التبرع
وحتى مولي يعني تكتشف موهبتها عنها شاعرة. مع هذه الموهبة يعني نقول أنا ونحسب على 99% من النساء البيضانيات عندهم موهبة سبحان الله التبرع. كاملة يقولوا التبرع، تقد تعود مثلا على ما تحفظ الغنى ولا تقول الغنى ولا تعرفه كاع نهائيا، غير منين تلحق التبرع ولا تسمع أصحاباتها تقول التبرع تقول حتى هي تبرع. حيدرة لك اسمعي. المجموعة انصبت وانكبت على الحفاظ والبحث في مجال الشعر الحساني والأغنية الحسانية. كان هناك مهرجان للشعر الحساني هون في وادنون. سمعت صراحة، سمعت طلعة زينة وعجبتني وقبضتها برفقة فعلا المجموعة ولحناها بطريقة عصرية. ما لحنا القصيدة كاملة والله الطلعة، ولكن قبضنا منها قفان اللي من خلال تفلوات الأربعة، نقولوا احنا تفلوات الأربعة، الأسطر الأربعة، القاف نستوفي دلالته شكلا ومضمونا وعاطي المعنى قبل اللي عاطية الطلعة. خيمة الأجيال اللي ينقال للي يسمع والي غدير يشوف ما تلتم بحق العيال ولا تلتم بحق الضيوف. كل زاد عجبه في القلب ولدان والكبي كل زاد عجبه في القلب ولدان والقلب على حجبه يبقى وينيا والقلب على حجبه يبقى وينيا. Oralité donc, c'est la base de cette culture hassani à travers la poésie bien sûr, le chant mais aussi les contes. Et d'ailleurs à ce propos, je m'adresse à présent à l'un de mes invités. Il s'agit du professeur Cherkaoui, Mohamed Salem Cherkaoui, écrivain et grand connaisseur et spécialiste de la culture hassani. Professeur Cherkaoui, quels sont les thèmes qu'on retrouve principalement dans la poésie et les contes hassani d'aujourd'hui de la... Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on retrouve depuis hier, depuis plusieurs années, voire siècles, et aujourd'hui, qui sont perpétués par les nouvelles générations? Eh bien, permettez-moi de vous dire, à travers ce qu'on avait entendu ce soir, c'est une très agréable inspiration. Vous avez vu les couleurs, les chants, les trames, les saveurs. Tout ça représente en fait cette diversité culturelle dans notre Maroc pluriel. Permettez-moi aussi de me réjouir de cette belle initiative qui rend hommage en fait à nos ancêtres qui ont construit ce Maroc pluriel. On rend hommage à Feu Mohamed El-Khamis, Allah yarhamou, à Feu Hassan II. Et bien sûr, on vit une dynamique extraordinaire sous l'ère prospère de Sa Majesté Mohamed VI. Donc aujourd'hui, on est en logique en fait de célébrer ce Maroc qu'on aime tous. J'ai suivi par intérêt la première émission de par mes affinités professionnelles. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de participer humblement dans cette émission qui rend hommage aussi à une bonne partie, une belle partie de notre pays qui est le Sud, qui est le Sahara, qui incarne encore une fois une belle complémentarité entre le Sud et le Nord. Et bien sûr, c'est une grande valeur ajoutée en termes de multiculturalisme. Je crois que vos invités ont bien apprécié, bien sûr, la place centrale réservée à la langue hassani, à la culture sahraoui,
dans la Constitution en 2011. Bien sûr, c'est une intelligence et une conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, bien sûr, qui va amener certainement à rehausser davantage cette ouverture du Maroc vers le sud, vers l'Afrique. Et bien sûr, moi je trouve que pour les écrivains, pour les chercheurs, pour ceux et celles qui travaillent dans le domaine de la culture, ils ont un espace plus élargi que leurs collègues politiciens. Donc ils peuvent travailler davantage, ils peuvent manœuvrer justement pour tisser les liens humains, sociaux, de développement. Et là, dans mon approche, je me trouve penché plutôt vers des considérations épistémologiques qui mènent à ce développement, ce modèle de développement qui est en train d'être construit. Je rappelle que Sa Majesté Allah Yansuru a fait un énorme travail justement en œuvrant sur ce modèle de développement destiné aux provinces du Sud. Et bien sûr, aujourd'hui, on commence à capitaliser sur un certain nombre de réalisations, notamment dans le secteur de la culture. Aujourd'hui, on compte parmi les jeunes femmes et hommes une centaine de chercheurs, de poètes, d'écrivains. Moi-même, j'ai rencontré à plusieurs reprises des jeunes écrivains du Sud qui travaillent et sur l'histoire, et sur la profondeur anthropologique, sociologique de la région, mais aussi sur ces liens historiques, non seulement à travers le pacte de l'allégeance qui unit les habitants des provinces du Sud avec Sa Majesté, mais aussi des liens humains. Je dis à nos amis amazirs très souvent que la toponymie dans les provinces du Sud témoigne en elle seule de ce rapprochement, mais ces liaisons inaliénables des provinces du Sud et du Sahara avec le Maroc. Alors, s'agissant justement de cette si vous voulez, le champ culturel, bien sûr, il y a un capital qui est en train d'être installé à travers, bien sûr, la recherche déployée dans les universités marocaines. Je cite l'université Mohamed El-Khamis, l'université de Kenitra et l'université d'Agadir, auxquelles j'ai rapproché à plusieurs reprises, justement, pour instaurer un module de recherche dédié uniquement à ce que j'appelle Adab Sahara, la littérature du Sahara, mais avec des spécificités marocaines. Et bien sûr qui se complémentarisent, j'imagine, avec celle de l'Amérique latine, mais aussi avec celle du Moyen-Orient. Et là, on peut bien sûr constituer et tisser et pousser davantage dans cette coopération et cette ouverture du Maroc sur Ouilela. Je voudrais juste, parce qu'on a écouté dans les différents reportages, mais aussi les différents témoignages, que la femme avait une place très importante, prépondérante dans la société hassani, mais aussi et surtout dans la culture, à travers notamment cet art de tabra. Il y a cet artiste, Dimi Mentaba, symbole en Mauritanie, où on la compare à la Kelsoum du chant hassani, Khousaïfa ou encore Bnat Aïchata. Elles sont des symboles de la préservation du chant hassani authentique. Alors justement, je vois que Rim Bouhnana acquiesce. Qui va prendre la relève? Qui va prendre la relève de perpétuer cette poésie, ce chant hassani à travers la nouvelle génération de jeunes filles sahraouis? Il faut savoir déjà que la défunte Dimi Bint Abba ou autres, elles ont joué un rôle très très important dans le rayonnement de la poésie hassani, mais il faut qu'il y ait une relève. Déjà là, je vois que la fille de Dimi est en train d'aller sur le même chemin que sa mère, la rahmaha.
Et puis, il va falloir d'autres, c'est sûr, il va falloir d'autres pour porter le flambeau et pour perpétuer cette tradition et cet art qui est une vraie référence. Moi, je considère que c'est un art qui inscrit cette culture dans un qui préserve le patrimoine culturel. C'est comme un livre d'histoire en fait, parce que la poésie, elle transcrit toute l'histoire d'une époque ou d'une période. Elle peut garder la mémoire des guerres, des transhumances, d'énormément de choses. Et c'est pour ça qu'il faut pas que la fille de Dimi, mais il faut quand même qu'il y ait d'autres artistes qui doivent vraiment prendre le flambeau et aller de l'avant et préserver cette culture parce qu'on en a encore besoin. Certainement, et vous faites bien de le rappeler. Alors, je rappelle Nour, Paris, je m'excuse, Nour Bouhnanak, vous êtes membre de la fondation Al-Mougar. À présent, Youssef Kamal, cofondateur, et vous êtes, donc la fondation Al-Mougar qui, bien sûr, est à l'origine de ce festival de Tantan. Alors, un autre festival, celui de Dakhla, cofondateur, Youssef Kamal, de ce festival de Dakhla. Comment assurer la relève auprès des jeunes générations? Est-ce qu'elles sont assez encouragées pour emboîter le pas à leurs aïeux et perpétuer la tradition de cette poésie, de ce chant, bien sûr, sahraoui, en sachant, bien sûr, qu'il y a la sédentarité qui ne joue pas réellement en faveur de perpétuer finalement ces traditions ancrées depuis plusieurs siècles maintenant? D'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Je voudrais aussi remercier la Fondation Hiba qui nous accueille ici au studio Hiba à Casablanca où nous sommes en plein mixage. Et je remercie donc toute l'équipe qui nous accueille ici de cette fondation. Et justement, vous, dans votre question, la réponse est dans aussi la Fondation Hiba, entre autres. C'est que pour la relève, je rejoins ce que disait le professeur Cherkaoui au niveau de la mosaïque musicale marocaine. Le Maroc est un pays où la musique se vit au quotidien, et donc y compris dans les provinces du Sud. Et aujourd'hui, vous avez une multitude de jeunes qui ne demandent qu'à éclore musicalement. Et le programme que j'accompagne depuis 2015, qui a été initié à la suite de signature d'une convention royale à l'Aïoun devant Sa Majesté, c'est donc sous l'impulsion de Sa Majesté que l'encouragement et la préservation de la musique hassani existe aujourd'hui. Et donc ce programme vise d'abord à détecter et à former les jeunes artistes, les jeunes musiciens, et ensuite à produire puis les enregistrer, donc en l'occurrence au studio Hiba ici, qui est très certainement l'un des plus beaux studios, je dirais peut-être pas au monde, je n'ai pas vu tous les studios du monde, mais ceux d'Afrique et ceux d'Europe, le studio Hiba est très certainement le plus beau. Et donc ces jeunes ont eu la chance et auront la chance d'enregistrer ici. Et puis ensuite, une fois que vous avez enregistré, nous allons nous consacrer à la diffusion, c'est-à-dire la diffusion en live et en digital. En live, pour l'instant, avec les conditions sanitaires, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais nous avons fait beaucoup de choses avant. Et puis en digital, ce sont un travail de partenariat avec des agrégateurs qui nous permettent de diffuser la musique sur plus de 200 plateformes dans le monde. Et donc, pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, en l'occurrence à Goulmim, à Smara et l'Aïoun, un tout petit peu moins à Dakhla, mais je pense que c'est aussi proportionnel au nombre de la population totale de chaque ville. Et je peux vous citer plusieurs filles, en l'occurrence des femmes. Donc vous avez Fadila, vous avez Leila Al-Razouani de Smara, qui a sorti un clip tout récemment, qui a fait une cover de Jérusalema, qui marche très bien sur YouTube. Donc vous voyez, concrètement, il y a une relève, oui. Et on est là aussi pour les accompagner. Très bien. Mais quand je vous disais un peu plus tôt que la femme est le véritable pivot de chaque foyer sahraoui, ce n'est pas un cliché. Et c'est ce que vous allez voir dans cette description, j'ai envie de dire multidimensionnelle, qui va de la fabrication de la tente flige, en passant par la mlehfa,
okhlakhl qu'on met pour bijoux pour les pieds. La femme sahraoui est certainement productrice de richesse. Regardez. نتكلموا على المرأة الصحراوية، أول شيء يثير انتباهنا أو يثير انتباه الزائر وهو الزي الصحراوي. نعرفوا المرأة الصحراوية اللي نتكلموا على شيء أول شيء عن زيها. عندنا الملحفة. عندنا الملحفة هي زي المرأة الرئيسي. المرأة الصحراوية عنها لا يمكن المرأة الصحراوية على أنها تتجرد من زيها في داخل إطارها في داخل مجتمعها. هي كذلك على أنه هذا الزي ممكن على أنه تطوره لعدة. عندما مثلا نقول مثلا الخيمة مكوناتها عن أن النساء كانوا هناك خيام اللي تحاك من الصوف خيام الشعر، وهناك خيام كانت المرأة بحنكتها نقولوا احنا لأنها كانت مرأة اللي هي قوية، كانت على أن هذوك الملابس اللي ينتبه لها على أنها تحيكها وتخيطها تعدل منها ما يسمى بالفليج ورفليج إلى أن يصبح خيمة. كذلك كانت مرأة على أنها مهتمة بمكوناتها الجمالية كالعطور بما يسمى الرشوش اللي كانت كتنكهو بنكهات طبيعية مثلا كالقرنفل كالسنبل. كان هناك عندها اهتمام بمكونات اللي هي كانت كامرأة منتجة بما في الكلمة من معنى. حتى هذا الحصير اللي كنسمعوا صوته الآن واللي احنا ماشيين عليه هو حصير من إنتاج أيادي نساء صحراويات من السمار بما يسمى هي الصدرة قال لها السمار. وكانوا النساء اللي نهار التويزة وما ننساو لأنه كان أهم شيء لأنه كانت لمستها تعطيها. وبفضل الصانع التقليدي كان هناك هذه زينة نقول احنا الخلاخل. هذو كانوا خلاخل المرأة الصحراوية. كانت هناك تفاصيل جمالية تحيط بالمرأة الصحراوية. حتى الآلة أو الأداة اللي كانت تكسر بها السكر كان هناك اهتمام بشكل دقيق ورفيع. المرأة الصحراوية الحقيقة أعطت العديد من اللمسات الجمالية، العديد من اللمسات المتقنة. وكذلك نرجع هناك لابد أن يكون عندكم لقاء مع صانع تقليدي، ولكن لأن من له نمشوا مثلنا الانتباه إلى هذه اللمسات الدقيقة حتى في الحلي. كانت امرأة منتجة 100% حتى داخل المطبخ. كيف قلنا عنده الحصير اللي نسمع احنا أصواتهم على أن ماشي عليهم. كان هناك المطبخ كان مكون كذلك على أنه السمار كانوا يعدلوا منه الحصير يعدل منه هذا الكسكاس أنه هذا هو اللي كان يديروا فيه كسكس. وكتكون عنده واحد النكهة خاصة ويضرب به المثل يقول لك شوفوا طبق فلانة وكسكس فلانة. وهذا كامل من إنتاج المرأة الصحراوية. هون كيف نعرفوا على أنه المرأة الصحراوية لعبت دور كبير في الاقتصاد الصحراوي، لعبت دور كبير في الإنتاج. وهون اللي نوقفوا على أنه المرأة الصحراوية كانت امرأة منتجة 100%. Et je m'adresse à présent à Mohamed Salem Cherkaoui, de par bien sûr votre connaissance dans cette culture hassani, mais je parle aussi à l'académique. En première partie de l'émission, j'avais posé la question à professeur Rahal Boubrik par rapport à la documentation, à la préservation de cet art et notamment pas matériel comme nous venons de le suivre à travers les bijoux, autres produits fabriqués par les mains des femmes sahraouis, mais parlons ici de cet art oral qui risque de disparaître, je ne vais pas dire peut-être disparaître totalement, mais qui risque bien sûr de subir tout simplement les effets du temps. Comment, selon vous, peut-on préserver cette culture-là et renforcer même sa présence, la présence de cette composante sahraoui dans l'identité culturelle marocaine?
Effectivement, une bonne partie justement de ce patrimoine du Sud se constitue malheureusement sur les dos des hommes et des femmes qui risquent bien sûr d'être perdus. Et pour cela, on a fait appel à des chercheurs, à des universités et à des centres aussi de recherche justement de reconstituer ce patrimoine en forme de manuscrit, mais aussi en forme de support audiovisuel pour le préserver, pour le conserver et aussi pour le mettre à la portée des futures générations de chercheurs qui travaillent dans toutes les universités avec aussi toutes les langues vivantes. Bien sûr, Sirah Al-Boubrik, vous l'avez bien mentionné, a travaillé pendant une bonne période en tant que directeur de centre sahraoui et qui a fait une belle production de plus d'une cinquantaine de titres et d'ouvrages. Et aussi l'Agence des provinces du Sud a fait dans le passé et continue de faire un excellent travail dans ce sens. J'imagine qu'il faut construire sur ce capital à travers bien sûr l'instauration, comme j'ai dit tout à l'heure, un module carrément de recherche scientifique sur ce domaine. Et permettez-moi aussi de faire un appel pour construire, pour installer une université dans les provinces du Sud, ouverte sur sa continuité sud, vers l'Afrique, vers la Mauritanie, vers l'ouest algérien, vers le nord du Mali, parce que c'est un vaste, bien sûr, champ dans lequel ceux qui parlent hassani sont là, ils sont partout. Donc je trouverais que c'est une ouverture aussi intelligente sur un sphère qui représente aussi un maillon fort dans cette diversité de société marocaine. Il faut rappeler aussi que la culture, c'est un maillon, c'est une locomotive de développement. Ce n'est pas juste un confort. Oui, parce que je me permets de vous interrompre, et la culture aussi est un bagage pour justement ces natifs de ces provinces du Sud qui voyagent et qui émigrent vers d'autres cieux ou sous d'autres cieux. Mais comme on dit, même si on quitte le Sahara, eh bien ce dernier ne vous quitte pas. Pour certains, le retour aux sources est d'ailleurs une véritable porte vers l'inspiration. C'est le cas d'un natif de Glimim que le destin a mené vers la Hongrie. Saïd Tichiti a entamé avec son band Chalaban il y a 2 ans un pèlerinage sur les terres de ses ancêtres et le réalisateur Rachid Qasmi l'a suivi dans cette quête. Regardez. من بعد 20 عام ديال التواجد في الفضاء الاوروبي عملت الان 6 ديال لي زالبوم مع الجروب ديال شلافان ديالي، وهذا كنحس بانه نقدر نوصل للباب المسدود في الجانب ديال الابداع. وباش الا بغيت نكمل كنشوف ما عنديش 3 4 د الحلول، عندي حل واحد، يا اما نرجع للبيئه ديالي الصحراويه الحسانيه اللي تعلمت فيها نسمع الموسيقى، لان كنحس بان هذا التراث هذا هو تراث شفوي. مرحبا صوتك مولاي، مرحبا كنت عند حبيبه وحبيبه مراتي، كنت عند حبيبه وحبيبه مراتي، كنت عند حبيبه وحبيبه مراتي، كنت عند حبيبه وحبيبه مراتي. أنا المصطفى، أنا نبيك الرجاء، يا نبي أنا المصطفى، أنا نبيك الرجاء، نبي أنا المصطفى، أنا نبيك الرجاء،
Le film, normalement, Écho du Sahara, c'est le voyage de l'artiste musicien marocain qui réside à Budapest. C'est un voyage de Budapest vers Guelmim et par la suite dans plusieurs villes de Sahara marocain, notamment l'Ayoun et Dakhla. Ce voyage, c'était essentiel et vital pour Tchichiti, pour son prochain projet d'album musical. Moi aussi, j'ai vécu avec lui cette expérience, mais derrière la caméra. Et comme étant producteur et réalisateur en même temps, j'ai pu constater la richesse de la musique hassani, la richesse de ce patrimoine qu'on a besoin, nous comme artistes, comme réalisateurs, comme producteurs, de le faire valoir et le sortir dans des films, dans des projets culturels pour d'abord les Marocains, mais aussi pour les autres, l'extérieur, l'Occident et les autres villes, et surtout pour les Africains aussi. Parce que là, il s'agit d'un sujet très important qui est la culture sahraoui. Et justement, Saïd Tchichiti se trouve des nôtres ce soir. Bonsoir Saïd Tchichiti. Bonsoir. Donc, rappelons aussi que vous avez été élevé dans une famille de musiciens, n'est-ce pas? Mais je voudrais à présent parler du bilan. Le bilan de ces mois de prospection, de quête, d'inspiration qui vous ont mené dans plusieurs régions du sud marocain. Quel est le bilan? Quel est le résultat de cette quête-là? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a donné de bons résultats pour votre inspiration, pour votre prochain album? Absolument, voire même j'étais absolument prêt pour présenter une partie de cette collection. Ça veut dire cette collection qu'on a fait à Guelmim, à l'Ayoun. Et c'était prévu qu'on présente ce concert le 13 novembre 2020. Malheureusement, à cause de la pandémie, donc on a dû pousser la date pour l'année prochaine. Et c'était prévu pour la 20e anniversaire du groupe Shalaban. Donc c'était une expérience absolument enrichissante et ça sera le produit de notre prochain album et avec lequel on veut vraiment célébrer le 20e anniversaire de notre groupe. Alors, 20e anniversaire de votre groupe qui s'appelle Shalaban, qui est d'ailleurs un des groupes les plus populaires de world music en Europe centrale. Il y a certainement, d'ailleurs on le voit sur l'instrument qui est en train d'être joué, donc on retrouve un peu plus d'aspect de la musique hassani, en sachant que dans vos autres albums, il s'agit d'une empreinte gnawi. Quelles sont les similarités? D'ailleurs on a écouté un petit extrait, on a regardé un petit extrait du documentaire Les Échos du Sahara, où il y avait cet extrait de musique qu'on retrouve aussi dans les Gnawa, qui est Rzeye El Meyel. Il y a aussi Hasnaoui El Leila, qu'on retrouve et dans la musique Gnawa et dans la musique hassani. Quelles sont les similarités? Est-ce que finalement vous avez réussi à mixer les deux, à marier les deux? Je force pas, absolument, je force pas les choses parce que je trouve une musique, la musique que je joue reflète ma personnalité. Je suis né à Guelmim, dans une rue où mes voisins sont de Al-Sheikh Malaïnin, d'Aïtoussa, de Aït Hassan. Je fais partie de la famille Aït Moussa Ali. Et donc, les années 70, je suis né en 1970, on écoutait Nasser Iwan, Mshahab, Izn Zar, ce qui fait que mon identité, je dis que la musique hassani fait partie de mes identités. Parce qu'en même temps, je me considère que j'ai vraiment des origines africaines et africaines noires. J'ai une partie de mon identité berbère de la part de ma mère et le côté hassani que je l'assume, que j'aimerais bien vraiment développer. Et donc, vous savez qu'on
à Goulmim, on n'a pas, au Maroc en général, on n'a pas la notion d'une minorité. Je ne me considère pas comme les Amazirs, les Juifs, les Arabes, les Africains ne sont pas des minorités. C'est notre thème rabbit, c'est exactement comme le nom de cette émission. Tous les Marocains assument leur identité. Il y a bien sûr, plus on va au nord, peut-être il y a une ouverture vers l'Espagne. La musique hassani, la musique de la région de Goulmim, c'est l'ouverture du Maroc vers l'Afrique. C'est vraiment la profondeur du Maroc qui s'enracine, qui s'ouvre sur cette culture des déserts et de l'Afrique. Et donc, pour moi, ma mission, je dis que peut-être j'ai, à une certaine période, pendant mon enfance, je n'ai pas donné beaucoup d'intérêt à la culture hassani, mais avec le temps, j'ai commencé à découvrir que la poésie et surtout l'originalité, ce n'est pas une musique qui est très très vulgarisée. C'est pour cela peut-être il fait peur aux gens de jouer ce genre de musique parce qu'on sent que ce n'est pas la musique la plus populaire. Et pour moi, je la joue parce que je la trouve, c'est de la musique la plus originale. Et donc, bien sûr, il y a un risque. Mais on la joue ici, par exemple, en Hongrie, je trouve les gens tellement intéressés, tellement ouverts à ce genre musical qui n'est pas très, très, très consommé. Très bien. Alors, justement, on va rester sur cet aspect fusion. Je m'adresse à présent à Youssef Kamal, donc cofondateur du festival Dakhla. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur la production d'artistes avec cette connotation sahraoui? Parce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est risqué finalement de produire de la musique hassani parce qu'elle risque de ne pas plaire à tout le monde? Est-ce que la fusion permet aussi tout simplement de la rapprocher de l'autre? Et quand je dis de l'autre, ce n'est pas simplement à l'international, mais aussi à d'autres régions, peut-être même un mix entre... parce qu'il y a des sonorités, je me répète peut-être, il y a des sonorités gnawa, il y a des sonorités amazir. Donc comment porter, j'ai envie de dire, ces artistes de l'art hassani? Alors, sans rentrer dans les détails de la grammaire de la musique hassani, parlons très rapidement du quart de ton. Alors, vous avez tous entendu parler du dièse. Je ne voudrais pas être trop professoral, vous m'arrêtez si je le suis. Donc, le bémol et le dièse, vous avez un ton, et puis après, vous avez un demi-ton qui peut être un dièse, et encore un demi du demi. Je le dis grossièrement, les vrais musicologues pourraient me dire que je ne suis pas tout à fait juste, mais pour comprendre, j'essaie de vulgariser la musique hassani, j'explique que c'est donc une demi-dièse. Et donc, l'oreille occidentale, ou l'oreille du nord du Maroc, n'a pas vraiment l'habitude de ces intonations-là. Et parfois même, certains disent, mais il joue faux, ce qui n'est pas vrai du tout. Au contraire, il joue beaucoup plus complexe que ceux qui jouent dans la tonalité, c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tout simplement, ou un peu de dièse par-ci, par-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'ailleurs, monsieur Tichiti, qui est en Hongrie, et les gens disent qu'il s'intéresse à sa musique. Je ne pense pas que ce soit un hasard. D'ailleurs, je tiens à le féliciter tout d'abord et le saluer. Mais je ne pense pas que ce soit un hasard, puisque on a retrouvé les premières notes de quart de ton en Grèce antique, qui est donc la région un peu aussi de l'Europe centrale. Et donc, il y a certaines oreilles qui ont gardé en mémoire cette drôle de tonalité. Alors, pour revenir à aujourd'hui et comment promouvoir la musique hassani, nous avions en 2016 et 2017 organisé une résidence avec des artistes de Dakhla, et nous avons pu sortir un vinyle en 2017, fin 2017, et il y a eu un écho assez important dans la presse internationale, et le groupe a pu faire une tournée d'une 40aine de dates à la fois en Europe et aux États-Unis, donc c'est assez important pour la vulgarisation de la musique hassani. Et puis aujourd'hui, nous sortons avec le soutien de la région de l'Ayoun, Sakia al-Hamra, un coffret de 12 artistes qui ont été enregistrés
à Ayoun, grâce au déplacement d'un studio mobile totalement digital. Et nous avons pu enregistrer donc les 12 artistes sous une tente, dans des conditions du réel dans lesquelles ces artistes jouent habituellement pour des mariages ou pour d'autres fêtes. Ce qui fait que nous avons un rendu tout à fait original. Et ces albums viennent juste d'être fabriqués. Et ils seront présentés à la région Al Ayoun le 21 mai prochain, jour de la journée mondiale du patrimoine. Voilà, donc pour la préservation et pour l'encouragement de la musique hassani, nous sommes en plein développement avec, nous l'espérons, Inch'Allah, des prochains enregistrements en juin à Goulmim et plus tard à Dakhla. Voilà. Avec nous également Nour Bouhnana, qui est membre de la fondation Al-Mogar, qui œuvre pour la préservation du moussem de Tantan. Alors justement, Nour Bouhnana, ma question vous est destinée. Comment promouvoir ces artistes via les festivals? Quel est le rôle de ces festivals-là pour promouvoir davantage, j'ai envie de dire, les artistes qui choisissent les couleurs hassani? Oui, alors le Moussem de Tantan, déjà je vais donner une petite présentation rapide du Moussem de Tantan, qui est un rassemblement tribal d'une trentaine de tribus qui se réunissaient pour des échanges culturels, socio-économiques, etc. Et donc le Moussem de Tantan, parmi les composantes du Moussem, c'est la promotion de la musique hassani, qui est une composante fondamentale de la culture. Et donc, bien sûr que le Moussem est une plateforme intéressante, grande et officielle pour tous les artistes et musiciens hassani, pour qu'ils puissent avoir une visibilité sur l'échelle nationale et internationale, puisque la Fondation travaille aussi sur la promotion de la culture et de la musique hassani également. Et donc, ils sont toujours les bienvenus et on travaille chaque année avec eux. On essaie chaque année d'intégrer davantage de groupes musicaux hassani dans la programmation artistique du Moussem. Je rappelle que le Moussem de Tantan a été classé déjà en 2005 chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'Organisation nationale, des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Je vous laisse à présent avec un retour en histoire, et en histoire écrite cette fois et non tradition orale. Ils datent de plusieurs siècles et ils sont surtout la mémoire de cette richesse et culture diverses hassani. Il s'agit bien évidemment des manuscrits hassani dont une belle collection est aujourd'hui protégée et sauvegardée à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. L'institution nous a ouvert ses portes pour justement découvrir ce trésor ancestral. Regardez. Le manuscrit hassani sauvegarde une richesse ancestrale de la culture et du savoir du Sahara marocain. Cet héritage est précieusement conservé dans la Bibliothèque nationale du Royaume Araba. Il est le témoignage de la richesse de cette culture hassani, gardienne d'un savoir scientifique et religieux millénaire. Quand on parle de la culture hassani, on fait la distinction entre les ouvrages écrits par des savants sur différentes questions comme la religion ou la linguistique et ceux qui traitent entre autres de géographie de la région du sud marocain ou encore qui sont des traductions notamment théologiques. Plusieurs de ces manuscrits hassani sont conservés dans du bois et enroulés de cuir. Ils étaient un moyen pour renouveler l'allégeance des tribus sahraouis au trône alaouite. Ils sont également le reflet des coutumes hassani. Ces manuscrits sont le reflet de traditions et de coutumes de la culture hassani. Dans certains recueils, il est souvent question de poésie en arabe classique, mais également en hassaniya. Ces textes traitent également de sujets sociétaux ou religieux. Le Maroc était et demeure un carrefour de civilisation. Celle de l'Afrique subsaharienne, de l'Andalousie et de la Méditerranée. Ce creuset de culture a œuvré à l'épanouissement d'une civilisation plurielle. Elle est alimentée par de multiples sources et, comme telle, génératrice de créativité et d'innovation. Il est bien sûr nécessaire de rappeler l'importance de ce volet écrit de cette culture hassani, bien connue pour son aspect et sa
tradition orale. Professeur Mohamed Salem Cherkaoui, alors je m'adresse à vous à présent par rapport à l'académicien bien sûr que vous êtes et aux connaisseurs de cette culture hassani. Aujourd'hui, quel est le rôle des manuscrits pour préserver non seulement cet aspect culturel dans le temps, mais aussi de renforcer, comme je le disais un peu plus tôt, cette composante culturelle hassani dans l'identité marocaine? Eh ben, je crois que c'est une partie intégrante justement dans cet effort qui est en train d'être déployé, justement pour préserver ce multiculturalisme national. Et donc, à travers les manuscrits, mais aussi à travers les librairies digitales, à travers l'Internet, à travers l'informatique, je crois qu'il faut aussi déployer des efforts dans ce sens, justement, pour préserver cette culture, en fait, qui fait partie de la culture nationale. Heureusement, dans mon pays, on n'est pas en train, justement, de combler les gaps, les vides, mais on est en train de construire un bon modèle pérenne de développement basé et sur le développement humain, mais aussi sur la culture qui est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un maillon fort dans ce modèle de développement prôné par Sa Majesté l'Aïnsro. Donc c'est une continuité. Je crois que les universités, l'Académie du Royaume du Maroc, la Librairie nationale, et aussi il y a une centaine de fondations et d'associations qui travaillent dans ce sens. Nour l'a mentionné tout à l'heure à travers la fondation Al-Mougar, mais aussi le Moussem de Assazag Melga Salihin. J'espère que ça va aboutir, Inch'Allah, très bientôt pour un processus de classement UNESCO. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, professeur Cherkaoui. Alors, on va se quitter, bien sûr. On ne peut pas être dans une soirée culturelle sans se quitter avec une note musicale. Et nous avons la chance d'avoir un artiste parmi nous ce soir, Saïd Tichiti. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé du bilan. Vous m'aviez dit qu'il était très positif, qu'il y avait même une tournée qui était en préparation, malheureusement, qui a été retardée à cause de cette pandémie, qui sera, Inch'Allah, terminée bientôt, on l'espère tous. Alors, si on devait se quitter sur un petit extrait, un avant-goût, un teaser de cet album, quel serait-il en 1 minute ou un peu moins? Donc, vous voulez que ça soit en musique? Oui, en musique ou en chant, comme vous le sentez. Je vais vous surprendre parce que je connais vraiment un genre de chant aussi qui fait partie de cette culture hassani, c'est ce qu'on appelle chez Aïtoussa Tsengif. C'est le moment, c'est un chant réservé aux femmes. Et vraiment, ces mélodies sont restées depuis mon enfance. Mais c'est tellement beau le moment quand la mère dit adieu à sa fille qui va quitter la maison, qui va dans sa nouvelle vie avec le mari et tout ça. Et ça c'est vraiment émouvant et j'ai adoré. C'est un peu bizarre que je vais le chanter moi en tant qu'un homme, mais voilà, donc je vais essayer d'improviser. Ok. وإذا عطيت جوج نعطي 3 وعلى حق الزين حق تباتا ويا منيتنا يا نقيدة وضويتي في بلاد بعيدة. Vous savez, je ne me souviens pas. Mais Bled Baïda, et même si vous êtes dans des terres assez lointaines, c'était très beau. Merci. Merci beaucoup, Saïd Tichiti. Merci infiniment. Un grand poète hassani avait dit un jour en louange au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam: vous êtes le soleil de la justice à l'est comme à l'ouest, et nous sommes Dieu merci au Maroc, el Maghreb, la terre du soleil couchant.
C'est avec ces mots pleins de sagesse que ce deuxième volet du projet culturel Temgrabit touche à sa fin. Encore une fois, nous avons pris beaucoup de plaisir à le préparer et à vous le présenter. Avant de nous quitter, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait de ce moment télévisuel une expérience inspirante. Avec à sa réalisation Younes Wahab, Ibrahim Taous et à la rédaction en chef Hicham Tchraoui. Une expérience Temgrabit à renouveler bientôt, Inch'Allah, sur Médien TV. ودعناكم المولانا مهبس وعواشر مبروك à toutes et à tous.